qui appauvrissent ces pays et qui après vont faire la charité en disant mais regardez, je vous prête de l'argent, regardez comme je suis gentil. Il faudrait mettre fin à ça. Et il y a une complicité de la France dans la répression, puisque c'est la France qui fournit, en tout cas des entreprises françaises, mais avec l'accord de Paris, puisqu'ils ne peuvent pas faire autrement, le matériel de répression. Vous avez des grenades assourdissantes ou des grenades de désencerclement, qu'on appelle des GLI F4 dans le langage, dans le jargon sécuritaire. Ces GLI F4, la France était le dernier pays en Europe à les utiliser. Tous les autres pays les avaient interdits. Ils ont été utilisés pendant la répression des Gilets jaunes. Ça a fait des mutilés, des blessés. Donc la France a fini par les interdire en 2020. Mais aujourd'hui, ces grenades-là, moi j'ai pu le constater pendant les manifestations, sont encore utilisées. Ce sont les mêmes. Oui, ce sont les mêmes. Ce sont des armes de guerre, elles sont fournies par l'entreprise Alcetex, et dans ces grenades-là, il y a 25 grammes de TNT. Donc évidemment, quand ça explose, si vous êtes trop près ou si votre pied est à côté, vous risquez. Vous risquez d'être mutilé. Pareil pour la fourniture des lanceurs, les lanceurs de balles de défense. Pareil pour la fourniture des blindés qui sont fournis par la société Arcus. Vous savez, si vous circulez dans Dakar, les blindés là tout neufs aux armes de la gendarmerie sénégalaise, c'est la France qui les fournit. Donc oui, on a une responsabilité dans ce qui se passe au Sénégal. On a une responsabilité dans tous les morts qu'il y a eu dans les manifestations depuis mars 2021. Moi, j'ai été... Vous étiez là en mars? Non, j'étais pas là en mars 2021, mais j'étais très choqué et attristé par la mort des 3 manifestants. Bien sûr, je suis pas... Ouais, actuellement, on parle de 3 manifestants. Décédés, un Ziguinchor, un Saint-Louis et Moudougaï qui est décédé à Dakar. On est des journalistes, mais avant, on est des êtres humains. Et ce qui se passe est inacceptable quand vous avez 20 ans et que vous sortez... manifester ou même dans la rue et que vous prenez une balle et que vous finissez par mourir, le foie explosé, c'est inacceptable. Et je crois qu'il y a quelque chose dans les textes saints et tout ça, et même dans le Coran, qui dit que celui qui tue un homme tue l'humanité tout entière. Et moi, je crois que ceux qui ont tué ces manifestants ont tué l'humanité tout entière et tout ça. Et tout ça avec le soutien de la France. Donc, bien sûr que c'est révoltant. Donc la France est complice. Bien sûr que la France est... Bien sûr que la France est complice, comme elle est complice de ce qui se passe dans plein de pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale, avec lesquels Macron entretient des très bonnes relations avec les dictateurs. Je parlais du massacre du 20 octobre 2022 qui a eu au Tchad, où il y a eu centaines de personnes qui ont été tuées sans que la France ne réagisse, et elle a continué à soutenir Mamad Déby. Et pareil, là-bas, on fournit les armes et le matériel militaire qui permet la répression des manifestants. Donc c'est véritablement un système que vous subissez au quotidien, et moi je crois qu'il y a une véritable aspiration, parce qu'au-delà de la question du report de la présidentielle, il y a une aspiration à la liberté et à la souveraineté du peuple sénégalais. Mais pourquoi toutes ces enquêtes, tout cet engagement? Donc Thomas, on va ouvrir quelques parenthèses pour parler de ça. Pourquoi cet engagement, ces enquêtes? Qu'est-ce qui est derrière? Je vais vous raconter, mon père était médecin humanitaire au Togo. Et donc j'ai eu l'occasion d'aller, c'était à l'époque de la dictature du père Eyadema. Dictature absolument terrible, on jetait des opposants du haut des hélicoptères et tout ça avec le soutien de la France. Et j'ai eu l'occasion de pas mal voyager en Afrique, j'étais en Centrafrique aussi. Et je voyais des choses, j'avais 18-19 ans, je voyais des choses absolument hallucinantes. Des soldats français qui se croyaient chez eux, je vais vous raconter une scène. Un soir, je suis en train de boire un coca, et il y avait des militaires français qui, la nuit, étaient complètement bourrés, faisaient des rodéos sur une avenue de Bangui. Et un soir, une jeep militaire française, officielle, frappe un enfant qui traversait, c'est-à-dire sans se rendre compte. Et l'enfant meurt sur le coup. Et je vois les gens s'attrouper autour de la jeep pour dire « Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fous, les gars, qu'est-ce que vous avez fait ?» Et donc je m'approche, et je vois les militaires français sortir, pointer les armes sur les gens qui étaient venus à la rescousse de l'enfant qui avait été renversé, et les insulter, leur dire des mots que je ne répéterai pas ici, des insultes racistes. Et j'ai eu honte. J'ai eu honte de mon pays ce jour-là. Et j'ai compris que ces militaires-là français étaient couverts par les dirigeants au pouvoir, que ce soit la gauche, la droite, Sarkozy, Hollande, Macron. On a vu que tous les présidents français, qui avaient d'ailleurs promis d'en finir avec la France-Afrique, ont tous continué ce même système de prédation coloniale. Donc, enfant que j'étais, j'ai continué Sciences Po, et je me suis dit que c'était important d'enquêter sur ça. Parce qu'on n'en parle pas dans les médias français. Évidemment, les médias français sont aux mains de grands capitaines d'industrie qui ont des intérêts en Afrique, notamment on parle souvent de Bolloré, Xavier Niel, qui a pris, et qui se font dans la manipulation et qui ne parlent pas
de ces sujets-là. Moi, par exemple, sur la question de la Centrafrique, la France a joué un grand rôle en 2013 dans ce qui s'est passé, dans la déstabilisation et les milliers de morts qu'il y a eu en Centrafrique. Mais en France, on a expliqué quoi dans les médias? On a expliqué que c'était des chrétiens contre des musulmans qui s'entretuaient avec des qualificatifs dépréciatifs envers les Africains. Alors que, en fait, la France avait joué un rôle pour renverser le président Bozizé, parce que ce président Bozizé refusait de donner l'uranium et le pétrole à la France et a préféré les donner aux Chinois. Et c'est le soutien de la France au Tchad qui a fait que ce pays, la Centrafrique, un pays voisin du Tchad, a sombré dans des choses atroces et des massacres ignobles entre chrétiens et musulmans. Et ça, on ne racontait pas dans les médias français, les médias principaux. Donc, je me suis mis à enquêter, j'ai beaucoup travaillé sur les relations entre la France et l'Afrique. Ça m'a valu quelques ennuis. Oui, parce que on a comme l'impression que vous avez suivi beaucoup d'expulsions. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. J'ai été expulsé 6 fois. 6 fois? 6 fois, oui, de 5 pays différents. Lesquels? Centrafrique, 2011, le Tchad en 2016, le Niger en 2016. Le Tchad, on m'a réexpulsé vers le Cameroun, qui m'a réexpulsé vers la France. Donc j'ai eu 2 expulsions en moins de 24 heures. Et la Guinée, 2 fois en 2020. Et là, la dernière fois, il y a quelques jours, parce que j'enquêtais sur la corruption du président Mamadi Doumbouya, qui est ancien caporal-chef de la Légion étrangère, notamment dans le domaine du pétrole, comment le clan Doumbouya s'est accaparé des commissions sur les importations de carburant. Et donc, mon enquête a visiblement été dérangeante, puisque j'ai été arrêté et puis expulsé sans mon ordinateur portable. Moi, je sais, et j'ai vu beaucoup... On a confisqué votre ordinateur. Oui, on a confisqué mon ordinateur. Alors, je sais, ça a beaucoup circulé sur la toile quand j'ai parlé aux policiers sénégalais, quand je me suis indigné que un de ses collègues ait frappé un manifestant. On a dit, nous, journalistes français, vous, journalistes français, vous êtes protégés. Alors, c'est vrai qu'on a peut-être une part de protection et que peut-être les forces de l'ordre, croyant que les journalistes français, sachant que la France est proche du Sénégal, n'osent peut-être pas toucher les journalistes français. Mais je peux vous raconter que quand on enquête sur certaines choses, sur les relations entre la France et l'Afrique, des choses très troubles, des choses douteuses, on risque sa vie. Qu'on soit blanc, noir, jaune, français, kazakh ou sénégalais, c'est quelque chose de très important. C'est ça. Vous savez, en 2013, au Mali, vos collègues, nos confrères, Guylaine Dupont et Claude Verlon, ont été enlevés et tués parce qu'on a dit qu'on était des djihadistes. Mali, quoi. Mais vous savez aussi qu'ils enquêtaient sur les détournements des rançons des otages d'Areva. Et que 30 minutes avant l'enlèvement de Guylaine Dupont, c'est le dossier judiciaire qu'il raconte, la boîte mail, non, c'était au Mali, à Kidal. Mali, oui. La boîte mail de Guylaine Dupont a été vidée. Ils ont été tués, la boîte mail a été vidée. C'est compliqué. Donc, je ne pense pas que ce soit des terroristes du fin fond du Mali qui ont vidé la boîte mail de Guylaine Dupont. Il y a eu, peut-être, des implications françaises dans cet assassinat qu'on a maquillé en un crime de djihadiste. Donc, bien sûr qu'on peut risquer des choses. Mais bon, Cabrimore n'a pas peur du couteau, comme on dit. D'accord, on va faire un rebondissement. Peut-être avant de partir, j'aurais bien aimé qu'il m'explique, puisque vous parlez que votre parcours en Afrique a été marqué par des expulsions, avec votre permission, bien sûr. Vas-y, il n'y a pas de souci. A été marqué par des expulsions de plusieurs pays. Vous me parlez également, déjà j'ai capté un peu, vous me parlez de République centrafricaine, de Tchad, Niger, Cameroun et 2 fois la Guinée-Conakry, bien sûr. Il est important de préciser la Guinée-Conakry. Alors, dans ce cas, moi, je veux bien savoir, est-ce que vous pouvez véritablement nous en dire plus sur ces expériences et sur véritablement les défis auxquels les journalistes indépendants comme vous peuvent être confrontés dans ces genres de contextes? Moi, vous savez bien qu'au Sénégal, comme ailleurs, quand on s'attaque à des intérêts puissants, on peut le payer très cher. Et moi, avant de parler de mon cas, parce qu'il n'est pas très important, je suis admiratif du travail de la presse sénégalaise qui se bat tous les jours pour relayer une information qui est dérangeante, évidemment, pour le régime en place. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites, ce que fait Walf TV, ce que font des journalistes comme Ayoba Faye ou Papa Alé-Niang, ou Matar, c'est-à-dire la couverture du terrain qui se paye très cher puisque vous passez des jours et des jours en prison sans aucune raison apparente. Donc oui, on risque des choses, on risque gros
entre guillemets, quand on enquête. Et évidemment, quand on enquête sur des gros intérêts, des intérêts dans les mines, des intérêts dans le pétrole, on peut être menacé, on peut même être tué. C'est ce que je rappelais tout à l'heure pour Guylaine Dupont et Claude Verlon. Et je l'ai payé à certains moments de ma vie assez cher, en étant par exemple torturé au Tchad et tout ça avant d'en être expulsé. Mais j'ai toujours continué parce que c'est l'honneur de mon pays qui est en jeu, c'est l'honneur de la France. J'ai honte de ce que font les autorités françaises successives en Afrique. Alors, très modestement, à mon modeste niveau, on essaye de réparer un peu ce que fait la France en Afrique en essayant d'enquêter, de dévoiler les scandales, d'embêter les puissants et de dire que ce soutien-là des présidents successifs français aux dictateurs africains est absolument inacceptable. Et on continuera. Moi, pour la petite histoire, j'ai une épouse qui est tchadienne et donc j'ai 2 enfants. Je voudrais qu'ils puissent un jour vivre libres. Ils sont en France. Je voudrais un jour qu'ils puissent rentrer skier chez eux au Tchad et ne pas être considérés comme trop français au Tchad ou trop tchadiens en France, qu'il y ait une amitié entre les peuples. Parce que la politique française en Afrique est en train de détruire la relation qu'il existe entre la France et l'Afrique, entre les populations françaises et les populations africaines. Alors qu'il y a des liens de langue, des liens d'histoire, même si cette histoire est douloureuse, des liens de culture. Il y a beaucoup de choses qu'on partage. Luther King disait, il faut mieux qu'on apprenne à vivre tous ensemble comme des hommes, sinon on va mourir tous ensemble comme des idiots. Et c'est quelque chose de très vrai. Et quand je vois des présidents français qui salissent l'image de la France, moi ça m'inquiète. Donc on essaye de travailler sur ces sujets qui sont vraiment pas faciles, mais on va continuer jusqu'au bout. La France-Afrique est en train de s'éteindre, mais c'est dans ces derniers moments d'existence qu'elle est capable des pires choses. On le voit ici au Sénégal, on le voit avec le soutien qu'elle apporte au Tchad ou aux autres présidents d'Afrique centrale comme Paul Biya qui est au pouvoir depuis 1982, depuis une éternité. Et c'est ce qu'on essaie de faire modestement, quels que soient les risques. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup Djiby, merci beaucoup Thomas. Donc je vais faire juste un rebondissement par rapport à ce qui se passe au Sénégal. On tend vers des élections présidentielles. Jusqu'ici, des élections qui ont été décalées ou annulées selon l'opinion par le président de la République Macky Sall. De l'autre côté, les Sénégalais attendent toujours, depuis la fin de l'année 2023, les premiers barils de pétrole qui devraient sortir. Une coïncidence avec cette crise. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette malédiction du pétrole est-elle à craindre dans ces pays de la Teranga? Oui, c'est-à-dire qu'il y a souvent beaucoup de gros projets en Afrique qui ne voient pas le jour ou ne voient pas le jour assez vite. Vous l'expérimentez aujourd'hui avec le projet Sangomar, le projet Grande Tortue, qui, je précise, ce ne sont pas des entreprises françaises qui exploitent pour le pétrole, c'est une entreprise australienne avec des parts de la Petrosen. Pour le gaz, c'est BP, entreprise donc britannique, et une entreprise américaine qui s'appelle Cosmos. Évidemment, ça se fait attendre, comme il y a d'autres grands projets en Afrique, comme la mine de fer de Simandou, qui est soi-disant la plus grande mine de fer en Guinée-Conakry, qui ne voit pas le jour. Ça permet aussi aux entreprises étrangères de faire de la spéculation sur les marchés financiers. C'est-à-dire quand on retarde un projet... En France, par exemple, on va perdre nos marchés en Afrique, au Sénégal, ça ne reste que la Côte d'Ivoire et le Sénégal? Non, c'est-à-dire que, je finis sur cette question du pétrole et du gaz. Souvent on attend ces grands projets, on pense que c'est la solution miracle, mais ça ne marche pas, parce que c'est ce qu'on appelle le syndrome hollandais, c'est-à-dire c'est des pays comme on a contraint les pays d'Afrique à se concentrer seulement sur l'exploitation des matières premières, alors que le Sénégal, comme d'autres pays en Afrique, sont riches de plein de choses. Déjà, vous êtes riche de grandes qualités humaines et de grandes connaissances humaines. C'est-à-dire, quand on voit l'excellence des universités sénégalaises qui sont fermées aujourd'hui, ça rassure sur le fait que le Sénégal est tout à fait capable de mener, de prendre son destin en main. Et ensuite, on en a parlé ailleurs, sur les autres ressources, l'agriculture, qui devrait vous permettre d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Mais en général, ce que font les présidents, c'est qu'ils, en général, s'occupent seulement et s'intéressent seulement aux ressources pétrolières ou minières, parce qu'évidemment, ça rapporte de l'argent, et ça rapporte de l'argent vite. Il y a des mallettes qui circulent, il y a des commissions, il y a des rétrocommissions, on se fait beaucoup d'argent. C'est sûr que c'est plus facile de se faire de l'argent sur du pétrole que sur des plants de tomates. Donc, bien évidemment que les dictateurs sont encouragés à exploiter ces gisements, le tout avec des grandes entreprises qui s'en mettent plein les poches sur le dos des peuples. Ça, c'est une chose, et c'est une chose très, très importante. La France, évidemment, l'économie française, la part de la France dans le commerce africain a drastiquement baissé. C'est-à-dire on est passé de
11% à peu près au début des années 2000, on doit être autour de 5% aujourd'hui. C'est-à-dire on a perdu des parts de marché. Vous avez des entreprises comme Bolloré qui se sont retirées des ports. La France, petit à petit, perd sa puissance économique en Afrique, mais s'accroche au lambeau de son empire. On l'a dit au Sénégal, il y a encore beaucoup d'entreprises françaises, que ce soit dans la téléphonie, dans les supermarchés, dans les carburants, ça fait quand même beaucoup d'argent et c'est important pour les entreprises. Donc bien sûr que ces entreprises-là encouragent la politique de la France vis-à-vis du Sénégal, qui est de maintenir un régime qui lui soit favorable, parce que la France a très peur aujourd'hui d'être remplacée par d'autres puissances comme la Russie, la Turquie, la Chine. Donc évidemment, ils s'accrochent. Donc la France est derrière cette condamnation ou cet emprisonnement de nos opposants ici au Sénégal pour empêcher la population ou la masse populaire de s'exprimer? Non, je ne pense pas qu'ils soient derrière, mais en tout cas, ils se taisent vis-à-vis de l'attitude du président Macky Sall. Ils sont complices de ça de facto. Il y a un chantage aujourd'hui qui est exercé par les présidents africains vis-à-vis de la France qui perd de l'influence. À une époque, si un président africain ne s'entendait pas avec la France, je peux vous dire qu'il avait un coup d'État dans les 2 mois. Aujourd'hui, c'est très différent. Un président peut vous dire, demain Macky Sall ou d'autres, ce que fait aujourd'hui Mamad Déby au Tchad, il dit, si vous ne me soutenez pas assez, si vous condamnez les emprisonnements d'opposants, la répression, moi je vais aller voir les Russes, je vais aller voir les Turcs, je vais voir les Chinois, moi j'ai absolument pas besoin de vous. C'est ce qu'a fait Mamad Déby quand même, qui a été installé au pouvoir par la France, qui a pu réprimer tranquillement par la France et qui aujourd'hui est en train de lâcher Emmanuel Macron pour aller rendre visite à Vladimir Poutine. Donc évidemment la France perd son influence et elle se raccroche à ce qu'elle a et elle est prête à soutenir n'importe qui tant qu'elle ne se jette pas dans les bras des Russes. C'est vrai avec Macky Sall, c'est vrai avec le caporal-chef de la Légion étrangère, Mamadi Doumbouya, qui règne aussi en Guinée en réprimant les manifestants et en coupant les réseaux sociaux. C'est vrai partout. En tout cas, nos autorités, pour ne pas